Bonsoir, alors bienvenue. En ce qui s'agit du droit du travail, vous allez voir que on est parti de très bas, puisque la première loi venant encadrer le travail date de 1841. Et cette loi, en fait, interdit le travail pour les enfants des moins de 8 ans. Voilà, donc en 1841, on en est là, à interdire le travail pour les enfants de moins de 8 ans. Alors, on interdit le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans. À cette époque, en 1841, on vient limiter la journée de travail des enfants à 8 heures, donc pour les enfants de 8 à 12 ans, et à 12 heures pour les enfants de 12 à 16 ans. Donc, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont au-dessus de 16 ans, les journées sont plus longues, 12, 13, 14, 15 heures, etc. 1841, c'est aussi la première fois où on pose le principe de l'inspection du travail. Mais à l'époque, c'est simplement un principe, puisque la loi recommande simplement des bénévoles. Donc il s'agit d'être bénévole et de pouvoir inspecter le respect par le patronat de ces premières lois sur le travail. Ensuite, en 1864, est aboli le délit de coalition, et donc de fait, c'est l'autorisation du droit de grève. Ensuite, dans la foulée, 1874, on vient limiter cette fois le travail pour les enfants de moins de 12 ans en général et de 10 ans par exception. Et pour la première fois sont recrutés 15 premiers inspecteurs du travail. En 1884, la loi connue Waldeck-Rousseau qui autorise les syndicats professionnels. En 1892, nous avons l'interdiction du travail dans les mines pour les enfants de moins de 13 ans. Alors la journée est de 10 heures pour les enfants de 13 à 16 ans, 11 heures pour les moins de 18 ans et les femmes. C'est aussi en 1892 que l'on crée officiellement le corps de l'inspection du travail. Les premières lois concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et des travailleuses dans les établissements industriels sont votées l'année suivante. Enfin, et c'est l'élément qui nous intéresse, en 1906, donc bien sûr, sont votées les premières lois sur le repos hebdomadaire, donc la journée de repos dont l'article 2 de la loi définira que cette journée est le dimanche. Et surtout la création du ministère du Travail. Donc c'est en 1906 qu'on crée le ministère du Travail. Alors, à l'observation de ces dates, on peut faire plusieurs remarques. Le premier, c'est que les mouvements sociaux et la construction de l'organisation politique et syndicale des travailleurs a une influence motrice sur la naissance du droit du travail. Prenons par exemple 1864, donc la création du droit de grève, l'autorisation du droit de grève correspond à la création de la première internationale des travailleurs, voilà, à l'Association internationale des travailleurs. De la même manière, de nombreuses législations progressistes concernant le salaire, concernant le travail des enfants, ont été adoptées sous la Commune en 1871, et donc ont influé les mouvements sociaux, les mouvements de grève, et qui petit à petit, toutes les lois ont été arrachées. C'est bien ça qui est important de comprendre dans la naissance du droit du travail, c'est qu'en fait toutes les lois pour protéger les travailleurs, les travailleuses et les enfants ont été arrachées. Donc si on revient par exemple à 1906, la création du ministère du Travail et la loi sur le repos hebdomadaire, à quoi correspond cette date? Elle correspond à la plus importante catastrophe minière en Europe, la catastrophe de Courrières, à côté de Lens. Un coup de grisou, 1099 morts. Donc ça, c'est le 10 mars 1906, donc on est avant la proclamation des lois. Le patronat décide l'abandon des recherches et la réouverture des mines, et donc la reprise du travail seulement 3 jours après la catastrophe. Il s'avère que 20 jours après la reprise du travail, 13 survivants arrivent à s'extraire des mines qui ont été condamnées et abandonnées. 4 jours après, un autre travailleur, un autre mineur va réussir à s'extraire. Donc 14 rescapés miraculeusement. Donc cette situation crée de grandes tensions politiques dans le pays, non seulement chez les travailleurs et les travailleuses, mais aussi chez les familles. C'est en cela qu'il s'agit d'un mouvement social global. Suite à ça, et suite à la montée de cette protestation, donc, les autorités étatiques ont décidé de créer un ministère du Travail. Et ce ministère du Travail s'oppose à quoi? Il s'oppose alors au ministère de l'Économie. C'est un contre-pouvoir au ministère de l'Économie.
Pourquoi c'est important de comprendre cette idée-là, que d'un côté on oppose le ministère du Travail au ministère de l'Économie? Parce que la relation de travail, dans le système économique actuel, donc capitaliste et libéral, est caractérisée par le contrat. Et donc les travailleurs et les travailleuses sont assujettis, sont subordonnés dans cette relation contractuelle, parce que cette relation contractuelle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas propriétaires des moyens de production. Donc nous vendons notre force de travail, intellectuelle ou manuelle, par une relation de travail, par un contrat. Voilà. Et dans ce contrat, si vous voulez, un exemple qui est frappant de la nature de la relation réelle du contrat lorsque celui-ci n'est pas encadré par un droit du travail puissant, c'est celle que je peux vous donner brièvement, par exemple, des ruptures conventionnelles. Je fais pas mal aussi donc, de consultations juridiques, je pense que tu confirmeras aussi, et le fait est que lorsque le patronat propose ou accepte une proposition donc, à la demande de l'employeur d'une rupture conventionnelle, les fois où celle-ci est honnête et légale sont une exception. C'est-à-dire le plus souvent c'est du chantage. D'accord, je signe la convention, mais tu refuses, tu renonces à tes heures supplémentaires, mais tu refuses tes congés payés. Mais donc on travaille dans ce cadre-là. Voilà ce qu'est la réalité des ruptures conventionnelles et la réalité du contrat du travail. Donc ainsi, on oppose ministère du Travail et ministère de l'Économie. Et sans rentrer plus dans la loi, puisque tu vas le faire après, quand même l'article 1er de cette loi El Khomri Badinter est révélateur et incroyable, même pour un juriste qui est aguerri et qui a l'habitude de lire des textes juridiques. Je vous le lis, il est très court. Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation de travail. Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres droits et libertés fondamentaux. Donc des fois, les libertés fondamentaux se confrontent. Ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Donc des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par des nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Donc des limitations à quoi? Aux droits et aux libertés fondamentaux. Fondamentaux des travailleurs. Voilà. Mais bien sûr, attention, celles-ci seront toutefois contrôlées de manière proportionnée. Alors lorsque le législateur utilise cela, ça veut dire qu'il renvoie au juge le soin de contrôler. Voilà, qu'est-ce qui est proportionné? Quelle atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés des travailleurs est proportionnelle et donc est acceptable par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise? Voilà, c'était simplement sur ce premier article qui m'a marqué. Très brièvement, je ferai quelques remarques. Ici, donc les collectifs qui sont réunis, c'est vrai qu'on porte comme projet de faire une 6e République, une nouvelle Assemblée constituante. Et donc là-dessus, moi j'aimerais m'arrêter juste sur un texte que je trouve particulièrement important, qui est le préambule de la Constitution de 1946, un compromis entre les forces gaullistes et communistes, entre les forces résistantes. Et c'est un texte que je trouve extrêmement important parce que justement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on vient, comme le dit l'expression, graver dans le marbre constitutionnel des valeurs et des principes que l'on considère être indispensables pour ne pas reproduire les erreurs qui se sont passées. Voilà. Et dans le préambule de 1946, on retrouve notamment, et donc réfléchissez, donc la Constitution est au-dessus des lois. Le préambule de la Constitution de 1946 fait partie de la Constitution de la 5e République. D'accord? Il fait partie des textes de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Ça veut dire que nous, nos textes fondamentaux, nos textes suprêmes que toutes les lois doivent respecter, c'est la Constitution de 1958, donc de la 5e République, le préambule de 1946, et vous allez comprendre pourquoi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et depuis 2004, la Charte sur l'environnement. Au niveau de ce préambule, donc, je vous lis quelques alinéas, et donc, quelqu'un, s'il le peut, m'expliquera comment on peut avoir un projet de loi pareil en ayant des textes constitutionnels aussi clairs. Alinéa 5 du préambule. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, ou de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au sortir de l'Holocauste, ce qu'on imprime dans le préambule de la Constitution, ce sont ces droits-là. Et on retrouve exactement la même chose dans les textes fondateurs de l'Organisation internationale du travail, qui a été créée, elle, en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale. Et il est clairement écrit, je cite, donc l'Organisation internationale du travail a pour but de poursuivre une vision basée sur le principe qu'il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Voilà ce que l'on inscrit au sortir de la Première Guerre mondiale. Voilà brièvement un petit peu ce que je voulais dire sur le contexte général du droit du travail. Et aujourd'hui, on va revenir sur ces attaques. Pour les générations qui sont plus jeunes, donc je dirais, mettons, nés en 1990 comme moi. 1990, ça correspond à quoi? Ça correspond à la vague du néolibéralisme, à la violence des réformes de Reagan, de Thatcher et de ce message qu'il n'y a pas d'autre alternative. En réaction à ça, pour la première fois, le mouvement travailleur donc s'est mis en défense, sur la défensive, parce qu'il fallait défendre le service public contre les privatisations. Il fallait défendre les droits. Mais en définitive, si vous regardez, depuis ces années-là, et moi par exemple, je n'ai connu que des grèves défensives. Aucune grève pour aller conquérir de nouveaux droits. Or, lorsque l'on regarde l'histoire du droit du travail, chaque droit a été arraché à l'État et au patronat par les mobilisations sociales. Voilà, donc ça c'est la première remarque sur, avec la violence du néolibéralisme, le recul qu'on a pu avoir dans notre capacité de proposer. Ce qui m'amène à notre seconde remarque, je finirai là-dessus sans avoir particulièrement de réponse. Dans les mouvements qui étaient les moteurs de cette émancipation et des luttes des travailleurs et des travailleuses, il y avait cette idée-là que l'épanouissement des êtres humains passait certes par le travail, mais aussi par le non-travail. Et qu'avant la mort, il y avait une vie, voilà. Et qu'on devait s'épanouir dans tous les pans de cette vie. Donc, il y avait comme projet moteur syndical et politique l'abolition du salariat, la propriété collective des moyens de production. Aujourd'hui, le salariat, c'est le patronat et l'État, c'est le système capitaliste qui le casse. Parce que cette réforme-là, c'est quoi? C'est l'ubérisation de la société. L'abolition du salariat, ce qu'il y a derrière là, c'est l'idée que tout rapport social peut être un lien marchand, que tout peut devenir une source de profit. Et donc moi, oui, je peux mettre en location mon appartement, je peux mettre en location ma voiture, je peux mettre en location ma force de travail intellectuelle 10 heures par semaine pour toute l'entreprise, puis 20 heures là, et ainsi de suite. Et dans cette société-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, premièrement, eux sont conscients qu'ils n'auront pas besoin de la plupart des travailleurs et des travailleuses d'ici 10-20 ans. Donc effectivement, il faudra s'habituer au chômage de masse d'un côté, à une population qui est exclue et rejetée, et de l'autre, une population qui est surmenée. Voilà, on doit être tout le temps connecté, tout le temps broché au travail. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out, et bientôt une loi sera bientôt présentée à l'Assemblée nationale pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle, ce qui aurait pour conséquence que ce ne serait plus les cotisations sociales des travailleurs et des travailleuses qui prendraient en charge celles et ceux qui ne peuvent plus supporter ce rythme-là, mais les cotisations du patronat. Et donc moi, face à ça, et juste pour finir, il y a un certain coup de bâton de l'histoire, puisque ce sont les capitalistes, le patronat et l'État qui veulent abolir ce salariat, et nous voilà ici en train de le défendre. Ce qu'on nous dit très clairement dans la théorie de la science politique aujourd'hui et du droit constitutionnel, c'est que la base de la théorie de la séparation des pouvoirs, c'est qu'on distingue le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et la puissance judiciaire. C'est Montesquieu. Et aujourd'hui, depuis 1958, notamment, même petit à petit, on constate bien qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce qu'il faut bien être conscient, c'est que ce qu'on nous baratine dans les oreilles à longueur de journée dans les universités, c'est qu'aujourd'hui, le défenseur des droits et des libertés des citoyens, institutionnellement parlant, notre représentant, notre défenseur, ce serait le Conseil constitutionnel. C'est ça qu'on nous apprend aujourd'hui dans les facs, parce qu'effectivement, les députés sont ce qu'on appelle des députés godillots, et puis le 49.3, et puis c'est la majorité présidentielle,
et puis donc ça passe. Et donc qui sont ces juges constitutionnels, qu'on ne devrait pas appeler juges? Parce que là, encore une fois, la terminologie est intéressante. Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Dans les autres pays, souvent, on parle de cour. Ce ne sont pas des juges. Le Conseil d'État a été mis en place par Napoléon. Le Conseil constitutionnel a été mis en place par De Gaulle. Et dans quel objectif? Le Conseil constitutionnel, c'est... Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la Constitution, c'était plusieurs textes. C'est plusieurs textes depuis une décision, justement, des juges constitutionnels de 71. D'accord? Mais avant, c'est depuis 58, donc c'était uniquement... De Gaulle a mis en place le Conseil constitutionnel parce que la Constitution de 1958 est le premier texte qui vient limiter la compétence du Parlement. C'est-à-dire que la capacité de légiférer, de faire la loi pour le Parlement, c'est devenu l'exception. La norme, la référence, c'est que c'est le gouvernement qui fait la loi. Et le Conseil constitutionnel est là pour veiller à ce que le Parlement n'empiète pas sur le domaine de compétence du gouvernement. Donc ça, à la base, c'est le Conseil constitutionnel, voilà comment il a été mis en place. Et donc, petit à petit, on a formé une rhétorique en disant qu'effectivement, c'était le défenseur des droits citoyens, et effectivement, il y a eu quelques grandes décisions. Cela étant dit, donc, par qui sont nommés les juges constitutionnels? Par les trois personnalités politiques les plus puissantes de notre régime. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Et derrière toutes les théories du mythe du pouvoir constituant, du mythe de la volonté générale, du mythe de la représentation, le constat qu'on peut faire, c'est qu'au final, les citoyens sont absents du début jusqu'à la fin du processus de détermination de la norme constitutionnelle. Pourquoi hiérarchie des normes? Parce qu'on distingue une loi, un décret et une norme. Une norme, ça veut dire quand elle devient normative, quand elle est applicable. Et pour qu'une loi devienne normative, il faut qu'elle soit appliquée par un juge. Donc vous voyez là ce que je vous ai lu tout à l'heure, le préambule de 46, on appelle ça une énoncé juridique. Ce n'est pas une norme. Elle devient norme quand c'est le juge qui le décide. Et donc c'est le juge constitutionnel qui va y donner un sens. Et donc effectivement, par exemple, quand vous entendez tous les salariés, tous les travailleurs ont le droit de grève, et bien selon ce que vous soyez d'une influence communiste, vous ne l'entendrez pas de la même manière que si vous êtes d'une influence ultralibérale. Donc en définitive, et c'est un truc qu'on doit garder dans la tête, c'est que certes, il faut faire les ateliers législatifs, certes, il faut faire les ateliers constituants, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qui va interpréter la norme derrière nous. Et sur cette question-là, moi, au sein du droit constitutionnel, j'ai une position qui est minoritaire, mais je milite très clairement pour l'élection des juges constitutionnels. Puisque je vous ai dit, par exemple, qu'ici, on a la charte de 2004 sur l'environnement, on a le préambule de 1946 sur les droits des travailleurs, on a des droits d'inspiration libérale, économique et philosophique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Lorsqu'il y a un problème de droit, le juge fait une confrontation entre deux droits. Liberté d'entreprendre, liberté de travailler, droit de grève, service public, et ainsi de suite. Et donc c'est lui qui détermine tout seul. De la même manière, c'est le juge qui détermine quelle atteinte aux droits et aux libertés fondamentaux est proportionnée par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est lui qui détermine ce qu'est le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, sur cette question-là des juges constitutionnels, je pense que si on pourrait avoir cette chance de peut-être choisir, on pourrait donner une lecture peut-être plus libérale, ou plus sociale, ou plus écologique, et donc là peut-être avoir un peu plus de pouvoir en définitive sur le processus de détermination de la norme constitutionnelle, et donc lui donner effectivement peut-être plus de force. Et donc ça, là pour le coup c'est une proposition que je soumets, je suis content de pouvoir la partager, puisqu'en parle de droit, c'est pas du tout la vie. C'est l'inverse. C'est que en France, on est un des seuls pays d'Europe, voire du monde, à ne pas exiger de compétences juridiques pour être juge constitutionnel. C'est-à-dire que bon, c'est les amis des présidents et tout ça qui sont placés. Hein. Et bien, la logique, ce serait de demander l'inverse. Les seules personnes habilitées à être juge constitutionnel, donc à comprendre ce que c'est qu'une constitution, donc à comprendre ce que c'est que le contrat social du peuple, ce seraient des professeurs de droit. Voilà, et bon, ça moi je le critique. Et du coup je pense que c'est une proposition aussi qu'on peut porter. On aimerait pouvoir influer sur l'interprétation des textes constitutionnels pour faire prévaloir les normes écologiques et les normes sociales sur les normes économiques. Et peut-être même nous citoyens réécrire une constitution. Bien sûr, bah, de toute façon oui, milite pour ça.